Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Aujourd'hui, 15 novembre 2018, la Côte d'Ivoire célèbre la paix, comme il est de coutume tous les 15 novembre. Une 22e édition couplée à la cérémonie de planting d'arbres au plan national. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc planté un arbre pour la paix. C'était dans la commune de Port-Boué. Le dossier politique de ce jeudi est consacré à la société civile. Quel est son rôle? Que dit la Constitution? La société civile en Côte d'Ivoire répond-elle aux attentes des populations? Nous en parlons dans quelques instants et ce sera avec Olo Koulibaly. Et puis la première ministre britannique Theresa May est confrontée à une crise sans précédent. Plusieurs de ses ministres, 4 au total, ont démissionné pour protester contre le Brexit. Mais elle ne démord pas la première ministre britannique qui entend continuer donc de défendre son projet. Voilà pour les titres, je vous le disais tantôt, journée nationale de la paix, aujourd'hui 15 novembre. L'événement est célébré comme tous les 15 novembre, donc de chaque année. Une édition, une journée pour faire la promotion des valeurs de fraternité, de solidarité, de tolérance et de pardon en Côte d'Ivoire. Une 22e édition couplée à la cérémonie de planting d'arbres au plan national. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a donc planté un arbre aujourd'hui. C'était dans la commune de Port-Boué. On y va tout de suite avec Jérôme Kofi Abolin. Commune de Port-Boué, sur la place, dans le prolongement du boulevard jusqu'à Destin, à quelques encablures de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ce jeudi. Il est 16 h quand le président de la République, Alassane Ouattara, y arrive dans le cadre de la Journée nationale de la paix. Un événement avec une particularité cette année, le planting d'arbres, comme gage de paix, selon la vision du chef de l'État ivoirien. En s'inscrivant dans cette vision, le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, est sans détour. Planter un arbre, pour lui, c'est donner la vie. Planter un arbre, c'est planter la vie. Car l'arbre est un être vivant qui véhicule une énergie, que dis-je, des énergies, une substance, des substances, qui véhiculent aussi une respiration et aussi une communication. Planter un arbre, c'est donner la vie à la vie, car les retombées bénéfiques de la vie biologique vont au-delà de la matière et embrassent l'espace spirituel. À la suite du gouverneur du district autonome d'Abidjan, le ministre des Eaux et Forêts indique que cette cérémonie cadre bien avec la nouvelle politique forestière du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre houlette et votre impulsion, le secteur forestier longtemps sinistré est en train de connaître une véritable révolution. En effet, vous avez décidé d'en faire un axe majeur de votre politique de développement. Les actes que vous ne cessez de poser sont l'illustration de votre engagement volontariste en faveur de ce secteur. Cette politique forestière, élaborée dans une approche holistique et inclusive, a des particularités. Elle se caractérise principalement par son volontarisme et son réalisme. Elle prend en compte la forte implication du secteur privé et la nécessité de la cohabitation intelligente de la forêt et de l'agriculture. En somme, cette politique vise à porter la couverture forestière de notre pays de moins de 11% aujourd'hui à 20% à l'horizon 2030. Planter un arbre pour la paix, le ton est ici donné par le président de la République, Alassane Ouattara lui-même, en exécutant le geste. Le pas lui sera emboîté par d'autres personnalités, en l'occurrence le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le président du Sénat, Jano Aousou-Kouadio. C'est donc l'occasion pour le président de la République, Alassane Ouattara, qui, en donnant tout son sens à cette opération, invite ses concitoyens à planter des arbres en tout temps et en tout lieu. Nous avons tenu au niveau du gouvernement à procéder au planting d'un arbre par chaque citoyen ou chaque famille, en tout cas pour toutes les personnes en mesure de le faire, de montrer que la forêt
contribue à la paix. L'environnement contribue à la paix. Ceci est essentiel. On voit d'ailleurs que beaucoup de guerres se déclenchent dans des régions désertiques. Les problèmes de terre créent souvent des conflits. Et la Côte d'Ivoire a connu une forte déforestation au cours des 50 dernières années. Le couvert forestier n'est que de 11%. En 50 ans, 60 ans, ce qui est dramatique. Alors nous avons considéré que pour aller encore plus loin dans la vision de notre premier président, il était important que cette journée de la paix, il y ait la manifestation de l'attachement à refaire la forêt en Côte d'Ivoire et d'encourager chaque citoyen, chacune des populations vivant en Côte d'Ivoire à procéder au planting d'un arbre. Avec cette cérémonie qu'il vient de présider, le président de la République entend concrétiser la politique nationale en termes de forestation qui consiste en la préservation, la réhabilitation et l'extension des forêts. Voilà, double célébration donc aujourd'hui, double cérémonie avec le président de la République, Alassane Ouattara, vous l'avez vu, qui a donc planté un arbre pour la paix ce 15 novembre, célébration de la Journée nationale de la paix, célébration ici à Abidjan, mais également partout en Côte d'Ivoire. À l'occasion, notre reporter Kader Sogodogo a sillonné pour vous les villes de Bouaké, Yamoussoukro et Daoukro. Planting d'arbres pour célébrer la Journée nationale de la paix à Daoukro. Le commandant Kwame Barbosa, directeur régional des eaux et forêts de l'IFU, a rappelé le vœu du président de la République Alassane Ouattara de célébrer la paix à travers la vie. À sa suite, le préfet de région Jacques Lobognon-Koné a invité la population à s'inspirer de cette vision du chef de l'État qui fait de la vie un allié idéal pour la paix. Un planting d'arbres qui s'est poursuivi à la résidence de l'ex-chef de l'État Henri Konan Bédié, où les membres de sa famille se sont inspirés de cette vision du président de la République. Nous sommes à la commémoration de la Journée nationale de la paix, une 22e édition qui se veut en vert avec une opération de planting d'arbres. Ainsi, 1,5 hectare de l'établissement secondaire TSF sera couvert. Une initiative du gouvernement traduite par le ministère des Eaux et Forêts pour lutter contre la déforestation qui fait perdre au pays par an plus de 300 000 hectares de forêt. Impliquer les jeunes dans les actions éco-citoyennes permet de protéger la forêt dans l'avenir, selon le directeur régional des Eaux et Forêts de Bouaké. La paix intervient dans tous les domaines, dont l'environnement. Pour donc contribuer à la lutte contre le changement climatique, le président de la République a décidé que la célébration de la paix de cette année soit marquée dans chaque ville par une opération de planting d'arbres. À Yamoussoukro, le message du chef de l'État a connu une adhésion. Le jardin d'État sur l'axe Yamoussoukro-Saint-Fra a accueilli autorités locales, chefs traditionnels et les agents des eaux et forêts pour la circonstance. Une opération de reboisement a matérialisé la cérémonie de célébration de la paix sur le site du jardin d'État dans la commune de Yamoussoukro. On faisait le point avec Kader Sogodogo et Charles Tatou. C'est en mars 1996 que la Journée nationale de la paix a été instituée. Notez que cette année, c'est la ville de Dabou qui a été choisie pour abriter les festivités officielles. L'invité spécial pour cette 22e édition, la Chine, cela à travers sa représentation diplomatique en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Michel Digré. C'est une célébration de la paix au parfum de solidarité. Voilà tout le sens du don de la Chine, invité spécial de ces festivités de Dabou. Des engins roulants et du matériel agricole pour les coopératives de femmes de la localité. La paix ne peut se bâtir sans développement, c'est pourquoi la Chine souhaite appuyer la Côte d'Ivoire dans ses initiatives de réduction de la pauvreté. Le peuple chinois, profondément attaché à la paix, entend accompagner le peuple ivoirien pour construire une Côte d'Ivoire de paix et de stabilité. Dans l'avenir, la Chine et la Côte d'Ivoire ont à approfondir la coopération dans différents domaines de paix et de développement. La ministre Maria Toukoné a rappelé aux populations des Grands Ponts les enjeux du maintien d'un climat de paix dans la localité mais aussi dans le pays. Les mésententes entre les élus locaux, les mésententes entre les cadres et les fils des villages,
ne doivent pas remettre en cause notre idéal commun qui est le vivre ensemble de façon harmonieuse. Population de Côte d'Ivoire, population de notre belle Côte d'Ivoire, nous devons ensemble relever les défis liés à la consolidation de la paix, quel que soit notre bord politique. Le premier parti de tout Ivoirien, mesdames et messieurs, le premier parti de tout Ivoirien, c'est la Côte d'Ivoire. Les artisans de la paix dans la région des Grands Ponts ont été décorés. Une cérémonie de planting d'arbres a clos les festivités. Nationale de la paix ce 15 novembre, célébration également à Grand Bassam où l'évêque a appelé les Ivoiriens à cultiver la paix. Messe de la paix célébrée à Grand Bassam. La célébration eucharistique était présidée par Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand Bassam. Les lectures et l'évangile du jour ont parlé de la paix, de la réconciliation et surtout de l'amour entre les hommes. L'évêque a également exhorté les peuples et toutes les nations du monde à s'engager fermement pour la paix. On est mobilisé pour la recherche de la paix. Chacun de nous veut la paix, mais que ça commence par l'autre. Nous devons prier pour que le Seigneur nous aide à nous convertir, à convertir nos cœurs, pour que la recherche de la paix commence par nous. Les pères Charles et Bonny ont exhorté les chrétiens à prier et à travailler pour que tout chrétien puisse mûrir un cœur humble et compatissant, capable de pardonner. Pour les représentants du COSIM à cette messe, la paix est un don de Dieu, mais un don confié à tous les hommes et à toutes les femmes appelés à le réaliser. Les actes que le COSIM pose pour la paix sont énormes. À travers des caravanes de prêches, et le mot islam même vient de la paix. C'est la salam, ça veut dire la paix. La Côte d'Ivoire, notre pays, célèbre le 15 novembre de chaque année la journée nationale de la paix. En instituant cette journée, l'État de Côte d'Ivoire veut inscrire durablement la culture de la paix dans le quotidien de chaque citoyen. Et Patricia Oumou-Etia signait ce reportage. Le dossier politique de ce jeudi, je vous le disais en titre, est consacré à la société civile. Quel est son rôle? Que dit la Constitution? La société civile répond-elle effectivement aux attentes des Ivoiriens? Nous en parlons ce soir dans ce dossier proposé par Kolo Koulibaly. Je ne vois pas véritablement le rôle même que la société civile joue en Côte d'Ivoire. Cette assertion est partagée et défendue par nombre d'Ivoiriens. Pourtant, en Côte d'Ivoire, il existe plusieurs milliers d'organisations de la société civile. Elles regroupent, entre autres, les organisations syndicales et patronales, les ONG, les associations professionnelles, les organisations caritatives et celles qui impliquent les citoyens dans la vie locale. La société civile est une des composantes de l'expression démocratique. Elle participe au développement politique, économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. La société civile fonctionne sur 3 principes fondamentaux: l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. La population place donc de grands espoirs dans ces associations volontaires vouées à la résolution de problèmes concrets touchant tous les secteurs, y compris les questions politiques. Le rôle effectivement qui leur est imparti, il faut que cette société civile joue véritablement son rôle. Il ne faudrait pas qu'il soit là à la merci des hommes politiques. Mais c'est l'impression qu'on a véritablement. On a l'impression de voir certaines choses qui concernent la société civile, mais généralement on ne sait pas qui s'est adressé et qui parle réellement au nom de la société civile. Donc je pense que la société civile, même s'il y a des responsables de la société civile, doivent plus approcher le gouvernement, ce qui concerne le bien-être des Ivoiriens. Face aux critiques, que dit la société civile elle-même? Civis Côte d'Ivoire s'est rendu compte que les citoyens qui vivaient en Côte d'Ivoire ne connaissaient ni leurs droits ni leurs devoirs et ne savaient même pas qu'en tant que simples citoyens, ils sont membres de la société civile. Et donc Civis a décidé de renforcer les citoyens dans leur capacité de compréhension de l'environnement dans lequel ils sont. Cet environnement-là leur permettra, dans quelques années, nous espérons, de savoir qu'en tant que citoyen, vous naissez avec les droits et les devoirs consignés dans la Constitution. Et alors, vous pouvez agir en tant que citoyen, membre de la société civile. Je crois qu'il faut situer les choses dans un contexte bien précis. La société civile, comme le définit, ce sont des organisations privées qui ont pour but
d'œuvrer pour le bonheur et pour le bien-être des populations de manière générale. La société civile doit intervenir dans les débats politiques d'intérêt national. Mais ça ne fait pas des acteurs de la société civile des acteurs politiques. Je crois qu'il faut pouvoir faire cette précision des tailles. L'expression démocratique suscite des débats d'intérêt national, des débats politiques. La société civile peut contribuer à ces débats pour le bien-être des populations de manière générale. Selon le constat dans cette prise de parole dans le débat politique, certaines organisations de la société civile sont membres de plateformes politiques. C'est le cas du groupe de réflexion et d'action pour la défense des droits de l'homme, qui est membre signataire de EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, une plateforme de l'opposition. Nous avons adhéré à cette plateforme parce que nous sommes militants des droits de l'homme. Et une plateforme naissait pour défendre les droits de l'homme. Nous avons pensé que ces faits-là, ces principes qui faisaient naître cette plateforme-là répondaient à nos aspirations. Et nous avons adhéré à la plateforme. Pourtant, la ligne de démarcation de la prise de parole de la société civile dans le débat politique est évidente au regard de la loi. Dans l'exercice de ses fonctions, la société civile doit s'efforcer d'être le plus neutre possible. C'est-à-dire quoi? Prenons un exemple. La question de la commission électorale indépendante. La société civile se doit de prendre une position qui, n'est-ce pas, va dans le sens de l'intérêt général, de la cohésion sociale. Elle doit éviter de prendre des positions en s'alignant sur les conceptions déjà affichées par les partis politiques. Dès lors qu'une association membre de la société civile s'affiche avec un parti politique, cette association cesse d'être membre de la société civile. Les choses semblent plus claires. Si la société civile veut être entendue, cela passe par son indépendance dans le débat politique. Voilà, quelle société civile face aux attentes des populations ivoiriennes, dossier proposé par Kolo Koulibaly. La ministre Raymonde Goudou Kofi a représenté la Côte d'Ivoire au premier sommet international de l'innovation en ville, une première participation qui a permis à la délégation ivoirienne de présenter les acquis de notre pays dans le domaine de l'innovation dont l'administration ivoirienne. Mamadou Kouassi y était pour RTI. Le sommet international de l'innovation en ville médiane de 9h a été l'occasion pour la ministre Raymonde Goudou Kofi, en charge du département de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, de présenter la politique ivoirienne en la matière. Selon elle, si dans les régies financières, une véritable innovation a été faite, à l'image de e-trésor, e-impôt et e-douane, d'autres secteurs de l'administration ivoirienne sont en cours de mutation. Nous avons une administration quand même un peu lourde. Il faut mettre l'être humain au centre justement de cette administration. S'inquiéter de savoir pourquoi est-ce que les populations sont satisfaites de leur administration. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elles soient satisfaites? Mais cela passe par les innovations. Cela passe inexorablement par la dématérialisation des procédures administratives. Cela passe obligatoirement par l'Internet. Cela passe par les start-up. Toute cette jeunesse, nous avons quand même plus de 77% de jeunes en dessous de 35 ans en Côte d'Ivoire. Alors il faut donner la possibilité à ces jeunes de pouvoir innover, de pouvoir proposer des choses qui vont permettre à nos régions et à nos villes de se développer. Le docteur Raymonde Goudou Kofi affirme également que le gouvernement a fait de la dématérialisation des procédures administratives une priorité, afin de lutter efficacement contre la fraude et la corruption. Face à l'auditoire, la ministre confie que d'autres techniques devront être menées en vue de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Cette table ronde a été l'occasion pour le groupe Never Agglomération de signer une convention de partenariat avec le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Une convention qui porte sur la mise à disposition du ministère de techniques et mécanismes pour renforcer la politique de l'innovation en Côte d'Ivoire. On poursuit notre voyage à travers l'actualité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry Touaque, c'était en mission en France dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement, où il a eu plusieurs séances de travail. Et bien à l'issue, la Côte d'Ivoire va bénéficier de l'appui de la France pour un enseignement de qualité dans les universités. C'est ce que nous dit Marie-Laure Ngoran. Après les États-Unis d'Amérique, cap sur la France.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique multiplie les rencontres à Paris avec les autorités françaises dans le cadre du CE2D, contrat de désendettement développement. Le ministre Albert Mabry-Touaqueux, à la tête de la délégation ivoirienne, dévoile son ambition. Un enseignement de qualité, l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des étudiants dans toutes les universités de Côte d'Ivoire. Une vision soutenue par les partenaires français. Campus France réaffirme son engagement à faciliter la mobilité des étudiants ivoiriens désirant poursuivre leurs études supérieures en France. L'Agence française de développement va poursuivre son appui à une formation de qualité dans le domaine de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. La volonté qu'on a ensemble, c'est de définir des projets utiles, bien évidemment, à la Côte d'Ivoire, ça va de soi, et des projets qui permettent, indépendamment des milieux dont sont issus les étudiants, dont ils pourront être issus demain, et permettent à chacun de tracer sa voie selon ses compétences, selon son engagement, selon sa volonté. Les perspectives sont donc bonnes pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Dans notre coopération avec la France, je peux me féliciter de ce qu'il y ait une convergence de vues. Nous allons donc poursuivre ces échanges-là et nous ferons en sorte qu'avec l'AFB, ce soit la main de la main que nous avançons et que tout cela se fasse en s'alignant sur les priorités établies par le gouvernement relativement à la grande vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Et un pays émergent, c'est donc où des hommes et des femmes de qualité formés dans nos écoles ou ailleurs ou en partenariat avec des établissements étrangers se mettent au service donc, du développement économique. Nous avons évoqué la possibilité d'avoir plusieurs actions. Une action de formation des formateurs, une identification aussi des filières qui sont porteuses, de façon à ce que l'enseignement supérieur puisse aussi accompagner le développement socio-économique. Le gouvernement français et ivoirien se réjouissent de leur coopération dans le cadre du CE2D. Le ministère des Affaires étrangères en France et la délégation conduite par le ministre Albert Mabry-Touaqueux se sont accordés sur plusieurs projets de développement des universités ivoiriennes. Je suis absolument convaincu qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses encore et dans des domaines extrêmement précis. On en a parlé, dans le domaine de la recherche, dans le domaine des formations qualifiantes qui correspondent à des besoins du marché du travail ivoirien. Et encore une fois, comme je l'ai dit, pour offrir à cette jeunesse ivoirienne un avenir qui soit véritablement prospère. 2 CE2D sont actuellement en cours d'exécution et ce pour un montant global de 1151 milliards de francs CFA. Tous ces financements s'intègrent au PND, Plan national de développement du gouvernement ivoirien. Des retombées également à l'issue de la mission du ministre de la Culture et de la Francophonie, qui lui était au Japon. Le Japon, modèle de développement économique qui tire son fondement de sa culture. Eh bien, Maurice Kwaku Bandama souhaite que la Côte d'Ivoire s'en inspire. Il a visité dans cette optique la Soka University de Tokyo, où il a reçu par ailleurs des distinctions honorifiques. Serge Collier. Des étudiants japonais aux couleurs traditionnelles ivoiriennes accueillent le ministre de la Culture et de la Francophonie par un chambaoulé, langue locale de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la Soka Université de Tokyo. Maurice Kwaku Bandama, invité de cette prestigieuse institution fondée par la Soka Gakkai International, s'imprègne d'abord de la philosophie de paix du fondateur Daisaku Ikeda. Tout le riche parcours de l'homme est exposé dans le hall de l'université. Au 11e étage de la Soka University, une cérémonie de distinction attend le ministre de la Culture et de la Francophonie. Un prix remis par les étudiants avant de recevoir du corps professoral la plus haute distinction de la Soka University. Le Japon est devenu une puissance mondiale à la pointe de la technologie sans renoncer à sa culture. Donc pour nous, établir des relations de coopération culturelle avec le Japon est une des voies pour que la Côte d'Ivoire préserve ses valeurs culturelles qui sont faites de partage, d'hospitalité, de tolérance. Cette cérémonie est un signal fort, selon les autorités de l'université Soka, dans le cadre de la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire
et le Japon. Pour nous, ça c'est le premier magnifique pas d'importance, n'est-ce pas, pour l'avenir. Magnifiquement, monsieur le ministre qui a bien remarqué tout à l'heure, n'est-ce pas, dans son discours qui nous touche beaucoup. Donc l'éducation, c'est la base fondamentale pour amener la paix et aussi pour changer la planète tout entière, n'est-ce pas. Visite de musée, rencontres thématiques sur les pistes de collaboration entre les deux pays, concerts et échanges culturels ont marqué cette mission. Retour en Côte d'Ivoire, je vous invite à une exposition, vernissage de l'artiste peintre Samir Zahour, un des pères de l'art pictural ivoirien. Il a présenté ses dernières créations au public. C'était le 8 novembre dernier. L'artiste, notez-le, met en avant la beauté de la femme en utilisant donc des couleurs des plus vivantes. Samir Zahour fête ses 50 ans de carrière. C'est à Cocody. On y va tout de suite à ce vernissage donc avec Franck Quadio. C'est une succession de couleurs sur toile qui s'offre au regard du visiteur. Une exposition de Samir Zahour, ça attire du monde, des amateurs d'art les plus avertis aux simples curieux. Ici, vous voyez la palette, comment il manie au niveau du traitement même des feuilles, du paysage, des couleurs. Je dis que c'est un grand maître. Il travaille beaucoup sur les images et Zahour, c'est quelqu'un qui est très fort dans la couleur. Zahour, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le cadre. On s'inspire de son cadrage. Bon, vous voyez bien, c'est de la peinture, mais quand vous êtes un peu loin, vous avez l'impression que c'est de la photo. Tellement c'est bien fait et ces tableaux relatent les réalités de notre pays. L'artiste peintre présente ses dernières créations. 25 toiles, esquisses abouties de la beauté du paysage, de la femme, bref, de la vie. Quand je peins, j'ai le style qui est le style surréalisme, figuratif et romantique. Et souvent, j'aime bien la femme, la sensualité de la femme, la pensée de la femme, tout ce qui pénètre dans la vie, dans la joie d'une personne. Invité spécial, le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, visite et découverte des toiles. Surtout, cette figure religieuse exaltée par l'artiste, un moment privilégié. Cette œuvre de la Vierge et l'enfant, la Madone, c'est un élément qui est revu et revisité, mais là on redécouvre et c'est magnifique. L'artiste peintre Samir Zahour est professeur des beaux-arts. Il est né en 1942. Il peint et expose depuis 1968. On change complètement de sujet. Le Conseil international consultatif du cajou est désormais logé ici même à Abidjan. L'accord de siège a été signé au lendemain de la tenue de la 3e édition du CIETA, le Salon international des équipements et technologies de transformation de l'Anacarde. On en parle avec Noël Niagno. Porté sur les fonds baptismaux lors du CIETA 2014, le CICC, Conseil international consultatif du cajou, a désormais une adresse. C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, comme décidé par la ministre des 9 pays membres du CICC au Ghana en août 2018. Ont matérialisé cet acte d'accord de siège les ministres Serge Aoussou, ministre béninois de l'Industrie et du Commerce, et Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME de Côte d'Ivoire. Rappelons que le CICC est au cajou ce que l'OPEP est au pétrole. Ses principales missions, réfléchir et identifier les problèmes structurels de la filière anacarde et leur apporter des solutions justes pour une filière durable et prospère. Maintenant que le CICC a un siège, reste la nomination après appel à candidature du secrétaire exécutif sur une shortlist de 3 candidats. C'est prévu pour mars 2019 à Ouagadougou, au Burkina Faso, lors du Conseil des ministres des 9 pays membres dédié à cet effet. Et on termine en images avec la première ministre britannique, Theresa May, qui est confrontée à une crise. Plusieurs de ses ministres, 4 au total, ont démissionné pour
protester contre le Brexit, mais elle ne dément pas la première ministre britannique qui dit agir dans l'intérêt national, Theresa May, qui entend continuer de défendre son projet. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.